Allô Laurence, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Oui, alors donc je m'appelle Laurence Géraillon Ibrahimebo. Je suis traductrice, interprète. J'enseigne ces deux disciplines depuis une douzaine d'années aux États-Unis. Je suis française, ça s'entend certainement. J'ai fait une partie de mes études en France. J'ai commencé par des études de publicité. Ensuite, j'ai étudié les langues étrangères appliquées avec une option traduction à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et puis, donc une licence, une maîtrise dans les années 90, voilà, ça donne mon âge. Et après, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans le milieu des relations publiques internationales pour un comité du tourisme dans le Sud-Ouest, voilà, où j'ai commencé euh, à interpréter en tant qu'interprète de liaison sans formation d'interprétation. Donc, je faisais plein de choses qu'il fallait pas faire. Et dans les années 2000, donc on est venu s'installer au Canada avec ma petite famille. Et là, je suis retournée aux études. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal en traduction et mon doctorat en traduction également là. Et puis ensuite, on est parti aux États-Unis. Et puis là, donc j'ai commencé à enseigner. Et en 2018, bon, l'université commence à avoir des problèmes budgétaires, ce qu'on voit beaucoup maintenant au Canada aussi. Et donc, mon poste a été supprimé et j'ai recommencé en fait à proposer mes services de traductrice. Je me suis formée en interprétation en milieu social, ce qu'on appelle community interpreting. Et puis, j'ai continué à enseigner, mais cette fois-ci en ligne et puis en tant que chargée de cours. Et voilà, j'ai trouvé mon équilibre et j'aimerais pas revenir en arrière. Est-ce que tu peux me décrire un peu, c'est quoi ce domaine-là? Dans tout ce qui est interprétation en milieu social, par capillarité, je pense avec les milieux anglophones, on va trouver interprétation communautaire, mais normalement ça s'appelle en milieu social. On peut interpréter, je ne sais pas, pour les administrations, en milieu d'immigration, en milieu médical, etc. Et ça demande un dialogue. En fait, on va avoir au moins deux personnes, plus l'interprète qui va interpréter. Je dis deux personnes, mais souvent, dans le médical, on a beaucoup plus de personnes parce qu'il y a des membres de la famille, etc. Et c'est là que ça devient bien compliqué. Qu'on a très très peu de temps pour expliquer en fait comment ça fonctionne. On a peut-être 30 secondes. Les gens sont très très pressés, sont pas toujours contents que la consultation dure longtemps, plus longtemps. Et puis dans le médical, en hôpital, on va avoir 4, 5, 6 intervenants du côté médical et à chaque fois, on n'a pas forcément le temps de réexpliquer comment on a le préposé ou la préposée, une infirmière praticienne, là où la médecin qui vient. Après, on va en salle de chimiothérapie. Donc, il y en a qui sont plus ou moins soit compréhensifs, soit qui comprennent mieux cette dynamique. Par exemple, quand je travaille avec du personnel médical qui viennent eux-mêmes d'un autre pays. Une fois, j'ai travaillé avec une neurologue ou une psychologue, je sais plus, pour faire passer des tests neurologiques pour une personne qui avait une perte cognitive. Et cette personne venait d'Europe de l'Est. Et donc, ce qui était formidable, c'est qu'on s'est entretenu pendant 2, 3 minutes. Elle m'a expliqué le test, elle m'a dit voilà comment on va procéder. Ça, c'est le rêve. Parce que je pense qu'elle venait d'un autre pays, elle parlait de langue, et donc elle comprenait bien les enjeux. De temps en temps, je vais interpréter en pédiatrie génétique et le généticien vient du Mexique. Il est très patient, il laisse vraiment la personne parler, il comprend qu'on ait besoin éventuellement de corriger quelque chose. Quand les gens ont grandi dans un univers unilingue, c'est plus compliqué. Ouais. Quand on interprète en milieu communautaire, on est la voix de la personne qui parle. Donc, par exemple, si tu dis, bon alors, je vais vous demander de me résumer ou de me dire quels médicaments vous prenez, ben moi, je vais dire, I'm going to ask you what the list of medication you're currently taking. Je vais utiliser le je. Et ça paraît pas naturel puisque c'est pas moi qui parle, c'est l'autre personne. Ce serait plus naturel de dire, il vous demande de nous dire quels médicaments vous prenez. Donc, il n'y a rien qui est naturel, mais c'est pour que la communication soit faciliter une communication directe entre les personnes qui doivent échanger des messages. Et c'est qui te contacte?
Généralement, les hôpitaux travaillent avec plusieurs agences. Ils ont tout un réseau. La modalité qui est de meilleure qualité, c'est d'avoir l'interprète qui vient sur place, donc qui est dans la même salle avec le ou la patiente. Ensuite, il y a des agences qui proposent des services de vidéo. Donc, on me dit, voilà, vous êtes disponible dans 1 heure pour une consultation vidéo pour interpréter. Ou alors le mode, je dirais, le plus économique, le plus cheap, mais au mauvais sens du terme, c'est l'interprétation par téléphone où on n'a aucun visuel. On est très mal payé en tant qu'interprète, donc les gens ne sont pas toujours bien formés. Euh, Moi, je ne travaille pas dans ces milieux-là parce que je trouve que c'est pas rendre un service forcément au patient ou à la patiente. On a la vidéo, donc à tout le moins, on doit proposer la vidéo si on n'a pas eu le temps de réserver quelqu'un qui peut se déplacer ou qu'on n'a pas d'interprète sur place qui parle cette langue-là. Voilà. Et jusqu'au 30 juin de ce mois-ci, on reçoit des textos. Êtes-vous disponible? On reçoit un message, oui, non, ok. Il confirme avec l'hôpital et puis dans l'heure, on reçoit un courriel avec les détails. À partir du 1er juillet, ça fait 6 ans que je travaille pour cette agence, et puis elle existe depuis très longtemps. À partir du 1er juillet, ils vont utiliser une plateforme d'une entreprise américaine qui propose des services de réservation d'interprètes, avec un système aussi d'interprétation par vidéo, avec le système de facturation, etc. Euh, voilà. Alors, on va voir comment ça se passait. Je ne suis pas fan euh, des plateformes. La courbe d'apprentissage est énorme pour tout le monde. Nous ne sommes pas payés pour ce travail-là. Ça donne comment dire, la perception des interprètes va tout de suite prendre ah, on s'approche de la commodification. Voilà, on devient un service comme, je sais pas, on va à l'épicerie, on achète une bouteille de lait et puis on s'en va. Donc, on ne voit que ce petit bout de l'iceberg, on ne voit pas tout le travail de préparation, la formation continue. Certaines plateformes aussi, on peut nous noter. On se transforme en fait en chauffeur Uber. Voilà, donc on rentre dans la machine capitaliste, extractiviste, etc. On va voir, parce que c'est pas du tout l'esprit de l'agence, donc on va voir comment ça marche. Eux aussi, il y a un changement. La directrice actuelle prend sa retraite, donc je comprends. Il faut aussi trouver des solutions qui sont peut-être plus efficaces. Ça va peut-être leur permettre de proposer des services d'interprétation par vidéo à d'autres hôpitaux, dans d'autres régions, États, etc. Mais j'ai demandé par exemple quelle va être la structure de rémunération. Et là, ils ne sont pas encore réglés. Voilà la question. Pour le moment, normalement, quand on se déplace, on a 2 heures qui sont payées, plus les frais de déplacement. Voilà. Et il faut savoir que les interprètes en milieu social, en général, sont mal payés. Moi, je suis sur la côte Est. On est plutôt mieux payé que dans d'autres régions des États-Unis, mais c'est aussi, j'habite dans un État qui est l'un des plus chers aux États-Unis, au New Jersey. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération, mais en général, les interprètes en milieu social sont très mal payés, mal considérés, etc. Donc, avoir ces plateformes, ça renforce, oui, cette espèce d'ubérisation, ah bah voilà, je clique sur un bouton, l'interprète va apparaître. C'est pas un travail mécanique, l'interprétation. C'est tout sauf mécanique. Cette notion d'appréhension de la situation, etc. Il y a un travail à faire en amont et en aval. Voilà. Et ça masque complètement tout ce travail. Je suis dubitative, je vais voir. Je suis toujours prête à essayer des nouvelles choses. On va voir. Wait and see. C'est quoi les éléments du contexte qu'on doit prendre en considération quand on interprète?
Alors, tout d'abord, on doit, en quelques secondes ou même une 2 minutes, on doit comprendre la dynamique, euh, la façon dont on réserve les services d'interprète, en tout cas ici aux États-Unis, c'est on ne partage pas d'informations, on a très peu d'informations quand on est à son compte, pigiste. Ce qui est sans doute pas le cas si on est interprète, je sais pas, employé d'un hôpital où là on a accès sans doute aux notes du médecin, aux antécédents, etc., au dossier du patient, par exemple. Bon, quand on est pigiste, voilà, on va signer un contrat pour, voilà, dans 2 jours, tu vas interpréter pendant 2 heures, je sais pas, en oncologie. Bon, il se trouve qu'en oncologie, souvent on suit les patients parce que les traitements sont longs. Donc, par exemple, là, ça fait 2 ans que j'interprète pour un patient et sa famille, un patient qui a une leucémie, qui a déjà eu 2 greffes de cellules souches, etc. Donc, je connais bien la dynamique. Voilà. Mais quand ce sont des consultations ponctuelles, là, en quelques secondes, il faut essayer de tout de suite comprendre est-ce que c'est la première fois que là où la patiente voit là où le médecin, ça se comprend tout de suite. Hmm. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Bon, voilà. Et là, on se dit, OK, donc il va falloir ramer parce que tout le monde connaît notamment le nom des médicaments. Ça, c'est la croix et la bannière. Quand on arrive dans une pièce, on est la seule personne qui ne connaît pas la longue liste des médicaments, euh, de tous les médicaments qui sont pris. Donc ça, c'est le plus compliqué parce qu'il faut qu'on fasse répéter. Et puis pour parfois aussi comprendre la dynamique. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un conflit? Ça m'est arrivé une fois. Euh, je crois que la fille et le gendre d'un patient âgé qui était venu en oncologie pour une ponction lombaire avait eu des mots avec une infirmière qui était un peu brusque. Et je sentais que bon, voilà, il va falloir gérer le conflit entre l'équipe médicale et la famille. Donc, en quelques secondes, il faut comprendre, euh, voilà, quelle est la situation, quelle est la dynamique. Parfois, il faut s'habituer à certains accents. Parfois, moi, j'interprète pour des personnes d'Afrique de l'Ouest qui ont sélectionné le français parce que peut-être que bon, il n'y avait pas d'interprète en Wolof. Peut-être qu'ils auraient préféré l'interprétation en Wolof. Peut-être pas. Faut faire attention à ce qu'on demande. Voilà. Donc, faut être très attentif, faut rester dans son rôle d'interprète, n'intervenir que quand il y a un problème de communication. On bavarde pas avec les gens, on ne demande pas leur vie, on ne demande pas s'il fait beau, etc. On va éviter des conversations avec une partie ou avec l'autre. Quand le personnel médical sort de la pièce, on va essayer de sortir si c'est possible pour éviter que le ou la patiente commence à bavarder. Voilà. Et peut-être partager des informations qu'on n'a pas besoin de savoir. On a un code de déontologie et de meilleures pratiques, donc on a des formations par rapport à ça, mais il est impossible d'écrire et de décrire toutes les situations. Voilà, donc je pense que l'interprète communautaire doit être d'une part très bien formé dans le domaine de la déontologie, des meilleures pratiques, continuer à se former fréquemment, avoir des groupes de parole, pouvoir échanger, pouvoir demander à ses collègues comment tu aurais réagi, moi j'ai fait comme ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Voilà. Parce que toute l'attention se fixe sur l'interprète, mais quand on interprète, c'est un pas de trois, hein. Il y a une chercheuse, Valencio, qui parle de ça. On est au moins trois. Donc il y a des choses que l'on peut maîtriser. On ne peut pas maîtriser, je ne sais pas, un accès de colère, des pleurs, quelqu'un qui marmonne, quelqu'un qui veut pas s'arrêter alors qu'on lui demande régulièrement, pouvez-vous faire une pause pour que je puisse interpréter, un membre de la famille qui s'emballe, voilà. Donc il faut à chaque fois réagir, réajuster le tir à chaque fois pour faire de son mieux pour que le message continue à passer. Voilà. Est-ce que c'est intimidant? Oui, bien sûr, c'est très intimidant. Il faut avoir des nerfs à toute épreuve. Ça m'est arrivé une fois pour une demande d'asile qui était déjà pas mal stressante. Et mes 2 stylos, ça a duré tellement longtemps que j'ai plus eu d'encre et j'ai dû emprunter un stylo bille à l'officière, enfin l'agente qui était déjà
plutôt dragon. Il y avait eu des témoignages qui se recoupaient pas, donc on parlait de quelqu'un qui avait été torturé quand même. Donc j'ai pas envie de dire, est-ce que l'interprète peut prendre un stylo? Can the interpreter... J'ai levé le doigt, j'ai montré la boîte à stylo, et puis j'ai fait ça. J'ai même pas attendu la réponse, j'ai pris le stylo et puis je l'ai pas regardé. Euh, voilà. Il faut utiliser aussi les gestes. Ben, il faut essayer de pas interrompre des moments qui sont. C'était vraiment pas le bon moment pour interrompre. Donc, voilà, on va éviter ça dans le futur. Donc maintenant j'en ai plein. J'ai des crayons de papier, euh, des stylos-billes en pagaille dans mon sac. Ouais. Et puis si on est sensible aux émotions, par exemple, il y a des gens qui sont pas commodes, hein, il y a des situations aussi où il y a des conflits ou des situations dramatiques, hein. Parfois, une fois, je suis arrivée aux soins intensifs néonataux et on m'avait pas prévenu que ben, le bébé était décédé. J'ai pas trop apprécié parce que je me suis comme figée devant les parents et j'ai pas, j'aurais apprécié qu'on m'ait informé pour que je puisse me préparer. Je pense qu'il y a une question de respect aussi là-dedans. Mais c'est ça, ce sont parfois des situations qui sont stressantes et on a très très peu de temps pour réagir. Et c'est la grande différence. On n'a pas de temps pour réagir, il faut tout de suite euh, pouvoir euh, adopter une attitude ou déterminer, voilà ce que je vais faire, c'est ça que je vais entreprendre. Mm. Et comment tu te prépares? En fait, quand on interprète, on est sur le haut de l'iceberg, on nous voit, mais tout le travail qui vient avant, qui vient après aussi, en disant, oh, il y a tel truc, une fois, il y a un mot qui m'échappait, je connaissais pas, je crois que c'était le larynx, voice box, et puis sur le coup, j'ai pas réussi à interpréter ce mot, et je lui ai demandé d'utiliser un autre mot, et là, la médecin m'a fait carrément comme une leçon, comme si j'étais une étudiante en médecine, alors ça sert à ça, etc., alors qu'elle aurait pu utiliser le mot latin, ce qui est le même. Donc oui, on se prépare du mieux qu'on peut parce que on sait qu'on va interpréter pour tel médecin. Donc on peut regarder, voilà, c'est dans telle unité. On va, je sais pas, pédiatrie, mais en pédiatrie, c'est très vaste. Ça peut être beaucoup de choses. Donc on regarde le nom du pédiatre ou de la pédiatre et on regarde ses spécialités. Et à partir de là, par exemple, il y a ce pédiatre généticien, je sais que ça va être des problèmes génétiques, donc ça peut être trisomie, autisme, voilà. On fait de son mieux, mais il faut toujours penser que c'est du personnel médical qui s'adresse à un patient ou une patiente ou la famille des patients, patientes. Donc il ne devrait pas y avoir de terminologie trop compliquée. Une fois, j'ai interprété entre médecins dans le domaine de la gastro-entérologie. Et là, j'ai dû me préparer vraiment pendant 2 jours parce que là, c'était euh, extrêmement compliqué. On parlait de ponction d'acide. Enfin bon, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et là, on parle de spécialiste à spécialiste. Donc, on interprète entre deux spécialistes. Quand on interprète entre le corps médical et la patientèle, enfin le ou la patiente, c'est autre chose. Théoriquement, on n'est pas censé rencontrer des choses trop compliquées. Mais il faut se préparer parce que le ou la patiente, la personne connaît déjà, elle s'est déjà renseignée, etc. Donc, il faut que nous, on fasse ce travail pour se mettre au moins au niveau, essayer de se mettre au niveau du patient, de la patiente. Les noms des médicaments, ils sont toujours très compliqués. Si c'était simple, bon, je veux dire, on parle pas de Tylenol, Advil, ça va. Mais par exemple, en oncologie, les gens prennent des sacs à dos de médicaments. Ils arrivent avec un sac à dos, un petit sac à dos de médicaments. Donc, bon, une méthode pourrait, je pense que je vais appliquer ça désormais, de demander à l'infirmière, est-ce que je peux me mettre à côté de vous? Et quand vous passez en revue la liste des médicaments, au moins je peux les lire, parce que c'est très compliqué. Voilà, autant le nom des maladies, même si on ne connaît pas le nom d'une maladie, avec les racines latines et grecques, on arrive quand même souvent à retomber sur ses pattes. Voilà.
Avec le nom des médicaments, c'est autre chose. Donc, il faut lever la main, demander à répéter. Voilà, ça, c'est pas évident. Et il faut le faire. Il faut le faire et on prend des notes de façon complètement phonétique. De toute façon, les notes, c'est que pour nous. Donc, voilà, certains, chacun a sa tactique ou ses techniques pour la prise de notes, oui. OK, donc tu prends des prises de... Oui, oui, c'est évident. Oui, il y a une C'était, prise de notes en consécutif, c'est obligatoire. Oui, oui. Surtout que, voilà, on va noter des dates, beaucoup de dates, des doses, des prises, euh, des quantités, des heures, euh, voilà, des parties du corps, voilà, j'ai eu des démangeaisons, éruptions, où également, à quel moment ça a commencé, voilà, voilà, combien de soirs vous avez pris tel médicament, non, je l'ai pris le lendemain matin, attendez, c'était il y a 15 jours, non, c'était le 11 juin, etc. Donc oui, il faut prendre des notes en tout temps, qu'on détruit ensuite et qui sont illisibles pour quelqu'un d'autre, ouais. moi, je pense comme à mes notes consécutives qui sont tellement bordéliques que je sais pas où les placer. Est-ce que toi, tu as comme un tableau avec écrit dose? Alors, alors oui, il y a des stratégies, il y a des livres qui existent. Je crois que c'est Jean-François Rosan qui a écrit son livre dans les années 50 sur la technique de prise de notes en consécutif. En fait, on prend d'abord un bloc-notes idéalement non quadrillé, donc une page blanche, parce qu'on va faire des lignes, on va tirer des flèches, des traits, etc. Et puis, on va donc écrire l'élément, le sujet complètement à gauche. Et ensuite, on va prendre des notes en vertical. Donc, on va pas prendre ces notes à l'horizontale. Donc, le sujet va être, mettons, en haut à gauche. Ensuite, le verbe un petit peu décalé vers le milieu, un peu plus en bas. Et ensuite, l'objet ou les objets et les éléments qui ont la même valeur sémantique, on va les superposer. Par exemple, si je te dis je vais au marché acheter des tomates, carottes, oignons et poireaux. On va avoir tomates, oignons, carottes, poireaux qui sont l'un au-dessus de l'autre avec des petits tirets. Voilà, ça a la même valeur. Voilà, à droite de acheter. Oui, c'est bon. J'essaie de visualiser ma page. Et une fois qu'on a toute une unité sémantique, donc une idée, on va dire, une unité sémantique ou oui, une idée, on va tirer un trait ou deux traits et on passe ensuite à la suite. Et donc, on va utiliser beaucoup de place. On est des très bons clients et clientes dans les papeteries. On utilise beaucoup de blocs, beaucoup de papier. Avec Trump et sa nouvelle loi sur la langue, est-ce que ça va avoir des Oui, conséquences? oui et non. Et puis, c'est tellement compliqué. C'est là qu'on voit que pour comprendre euh, les implications d'une décision de l'exécutif aux États-Unis. Il faut carrément avoir fait des études de droit. Donc, oui, évidemment, on s'est tous affolés. Il y a eu énormément de conférences, de webinaires, etc. Et rapidement, on s'est tourné vers euh, des, euh, le milieu juridique, en fait, des avocats ou des juristes qui ont fait des présentations. Donc, j'ai suivi une présentation justement par un juriste qui aussi montrait les limites de ce qu'on pouvait affirmer, parce qu'on est dans une situation qui est quand même sans précédent. Donc, en fait, ce que cette décision, ce que ce décret a eu pour conséquence immédiate, c'est que certaines agences fédérales n'ont plus l'obligation de proposer des services de traduction ou d'interprétation. Elles peuvent toujours le faire, c'est à leur discrétion. Par contre, ce qu'on appelle bon, le Title VI, les droits sur euh, les droits civiques qui remontent au milieu des années 60, il y a un article de loi en particulier qui dit qu'on ne peut pas faire de discrimination à partir en fonction de la religion, de l'origine ethnique et le mot race dans cette loi, l'origine ethnique. Et l'origine ethnique,
implique la langue. Voilà. Donc, quand, par exemple, un organisme ou des établissements médicaux, quand ces établissements reçoivent, on va dire un hôpital pour faire plus simple, un hôpital reçoit des subventions du fédéral, euh, à partir du moment où l'établissement reçoit des subventions fédérales, elle doit se soumettre à cette loi qui date des années 60 et ne peut pas faire de discrimination, dont de discrimination en fonction de l'origine ethnique et dont de la langue. Tout ça, ce sont des interprétations. Ce qui peut arriver, parce que là, on est dans tout, tout est possible hein, depuis janvier, depuis la mi-janvier, ce qui pourrait arriver, ce serait d'avoir une autre interprétation officielle qui affirmerait que l'origine ethnique n'a rien à voir avec la langue parlée. Voilà. Je suis toujours très pessimiste, j'essaye d'imaginer le pire. Je ne sais pas si c'est possible, mais comme le droit, c'est aussi une question d'interprétation, je ne sais pas si on pourrait envisager ça ou pas. Moi, je suis pas juriste, donc j'essaye de comprendre. Ce que je vois, c'est que on s'est beaucoup affolé et que pour l'instant, il y a plutôt ce qu'on appelle cet effet de vague, de ripple effect, qui fait que tout le monde s'affole, s'agite, que certains hôpitaux, certaines écoles essaient de se dire, ah, est-ce que je vais pouvoir me passer de ça? Mais en fait, la plupart du temps, les gens qui travaillent dans ces milieux-là veulent communiquer avec les familles, veulent communiquer avec les patients. En milieu scolaire, il y a énormément de demandes ici aux États-Unis parce il y a des exigences fédérales qui font que quand un patient ou une famille ou un élève ne peut pas communiquer en anglais, on doit fournir des services de traduction et d'interprétation. Donc, du coup, il y a énormément de besoins. Au niveau des tribunaux, où le milieu est plutôt, c'est pas le même objectif, hein, c'est plutôt antagoniste. On veut quand même que le procès se termine ou que le cas soit traité le plus rapidement possible. Donc on va voir. Il va falloir attendre. On n'a pas de recul pour pouvoir comprendre. La seule chose qu'on sait, c'est que les agences qui dépendent du fédéral ont maintenant les prérogatives de dire, ah bah oui, on n'offre plus de services d'interprète, ou vous devez amener votre propre interprète, vous vous débrouillez. Et on voit que beaucoup de sites d'agences fédérales qui étaient avant au moins en bilingue avec anglais et espagnol, certains ont retiré des pages en espagnol. Oui. Qu'est-ce qui t'anime quand tu interprètes? Qu'est-ce qui te donne envie de recommencer? Je crois que c'est comme tous les interprètes, le sentiment d'utilité. On a quand même toujours quelqu'un qui se tourne vers nous, c'est le regard. Merci beaucoup, quelqu'un qui fait ça. Merci beaucoup. C'était formidable. Merci interprète ou merci beaucoup de votre aide ou des patients qui disent ah vous êtes là. C'est Et un peu magique quand même de pouvoir être dans une pièce et puis pouvoir permettre à deux personnes de communiquer. C'est fabuleux. Même moi, quand je suis dans une... Bon, j'enseigne dans des programmes qui ne sont pas propres à une langue, c'est-à-dire que tous les étudiants, quel que soit leur paire de langue, peuvent s'inscrire. Et ensuite, on a des travaux qui sont évalués par des experts. Et donc l'an passé, je faisais passer un examen à une étudiante dont la combinaison linguistique est grec-anglais. Donc moi, je jouais le rôle du docteur qui parlait que anglais. L'étudiante faisait l'interprétation entre le grec et l'anglais et on avait notre experte qui est une collègue de la même université voilà, qui parlait grec. Et puis je voyais cette magie. Voilà, je me mettais dans les, voilà, à la place du personnel médical qui me voit interpréter, qui trouve que c'est magique. Mais c'est magique, c'est quand même magique de voir que c'est possible de communiquer, même des émotions. J'ai trouvé ça merveilleux pendant une petite seconde. Je me suis dit, je rêvais, j'écoutais, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que j'ai comme chance de pouvoir voilà, faire écouter des étudiants qui parlent ukrainien, russe, arabe,
Pachto, Hmong, parfois on a des langues qui sont beaucoup plus rares. Là, on va avoir du mal à trouver des experts, mais pour ces étudiants qui n'ont aucun programme, n'existe pas de programme aux États-Unis pour les personnes qui parlent le gujarati, le pashto, etc. Donc, c'est euh, c'est formidable de pouvoir avoir une structure qui permet, et aussi c'est très enrichissant pour le groupe. Voilà, quand on parle de difficultés culturelles, de choses à résoudre, de croyances, etc., c'est très enrichissant pour l'ensemble du groupe de pouvoir euh, euh, écouter les anecdotes de cultures qui sont complètement différentes de la nôtre. Est-ce que tu as des conseils à donner à des futurs interprètes? Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Cherchez des formations. Inscrivez-vous à des associations. Oui, devenez membre d'associations professionnelles. Choisissez bien vos groupes d'associations professionnelles. Commencez par du local. C'est comme pour les légumes. On va consommer plutôt local. Intéressez-vous à, oui, à essayer de trouver des collègues autour de vous. N'ayez pas peur de leur envoyer un petit mot. Est-ce que ça vous dirait d'aller boire un café? Je pense qu'échanger, rompre, briser l'isolement, c'est très important. Et puis, toujours rester très humble. On a toujours des choses à apprendre. Euh, Rester très curieux, continuer à se former, et puis se dire qu'on va y arriver. C'est comme une gymnastique du cerveau, l'interprétation. Alors au départ, on se dit, oh, j'y arrive pas du tout, c'est pas du tout fait pour moi, mon cerveau n'y arrive pas. Au début, quand on commence, on essaye de suivre vraiment l'ordre des mots dans la phrase ou l'ordre des clauses, mais non, quand on interprète et quand on gagne un petit peu en élasticité cognitive, en plasticité cognitive, on va avoir cette faculté à, oh bah tout de suite, je vais déplacer. Par exemple, comme vous l'avez dit précédemment, on va le mettre en début de phrase en français, alors qu'en anglais, peut-être qu'on va le mettre à la fin, des choses comme ça. C'est comme aller à la salle de gym. Il faut s'exercer souvent, il faut y aller souvent, il faut se fixer des petits buts réalistes. On va se dire, ben voilà, je vais faire 15 minutes 2 fois par semaine et on va y arriver. Et puis avoir quelqu'un qui vous encourage, qui vous soutienne. C'est pour ça les petits groupes d'entraide, c'est pas mal. Par exemple, quand on est étudiant, ben, avant de finir le cours, on va créer un petit groupe. Ça vous dirait qu'on s'entraîne, même si on n'a pas la même combinaison linguistique, c'est pas grave. On va trouver quelqu'un, un membre de la famille, même un grand-père, etc., pour pratiquer et puis pour s'entraîner. Voilà. Tout est Est-ce que possible, il faut s'entraîner. Quand j'ai eu envie de me diriger vers le métier d'interprète, je sais pas si c'était un ou une prof, c'est un peu flou, mais on m'a dit, ah, mais vous plaisantez, vous n'êtes pas bilingue. Les écoles d'interprètes de Genève et de Paris sont réservées aux gens bilingues. C'était les écoles d'interprètes de conférences. Et puis ça m'a cassé mon beau château de Lego ou de cartes. Et je me suis dit, ben, et j'ai pas cherché à trouver une autre réponse, je me suis pas obstinée. Euh, c'est complètement faux. Si on maîtrise pas complètement l'autre langue, ben on va passer un an dans le pays en question, on va prendre des cours, on va se retrousser les manches et on va y arriver. Tout est possible, il faut s'en donner les moyens. Alors, faut pas écouter les grincheux ou les négatifs. C'est une question de travail, une question d'être dans le bon milieu et il y a moyen de moyenner. Mais merci beaucoup, Laurence. Ben, merci beaucoup à toi, Annabelle. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, je suis essentiellement sur LinkedIn. Je ne publie pas à la vitesse de l'éclair parce que je n'ai pas le temps, mais mon profil détaillé y est. Puis je partage de temps en temps, voilà, des informations essentiellement sur les cours que je donne, les formations. Donc, je suis l'une des formatrices de Magistrade. Coucou Magistrade. Je salue toute l'équipe formidable.
Et puis aussi d'autres formations que je donne ici aux États-Unis. Donc voilà, je publie essentiellement pour partager ça, ou parfois quand l'un des organismes dont je fais partie organise quelque chose, voilà, j'en profite pour publier sur LinkedIn. Et j'ai aussi mon site web. Voilà, donc comme je suis aux États-Unis, mon site web s'appelle Into French Translations. Voilà, comme ça c'est clair, je traduis vers le français et ça m'évite d'avoir des demandes. Pouvez-vous me traduire ceci vers l'anglais? Et non. Donc voilà, donc on peut me suivre sur LinkedIn et si on veut avoir voilà, en savoir plus sur ce que je fais sur mon site web. Merci encore Annabelle pour ton invitation. Merci à toi.